J'ai trouvé Gaston ce matin dans la vanne de la digue. Cela fait déjà 3 jours que la France est confinée. Il y a eu de grosses pluies et la rivière est en crue. S'est-il trompé de chemin, égaré dans le débit de la rivière changée en boue, grasse comme de la peinture? Ou ce raccourci par la vanne était-il son chemin familier? Sa tête est restée coincée entre la maçonnerie et les barres de béton qui règlent le débit. La force de la rivière, poussant sur la barre de plein fouet, a dû réduire le passage et Gaston s'est retrouvé pris. Il ne sent pas encore mauvais et doit s'être noyé depuis 3 jours au plus. Pendant 2 mois, la France a été confinée et pendant 2 mois, Gaston est resté coincé dans la vanne de la digue, à pourrir lentement. À un moment, à cause de la putréfaction, le corps s'est détaché, il est tombé dans la digue et du coup j'ai pu récupérer la tête et la nettoyer. Et ça fait 1 semaine que j'écris, que je travaille avec cette tête à côté de moi. Ça a fini par me faire penser à la méditation funéraire, ou une des dernières méditations de Valérie, sur la coquille, dans L'homme et la coquille. Donc c'était ce coquillage, cet objet ambigu, dira Eupalinos, ce coquillage trouvé sur la plage de Sète, sur lequel Valérie médite. C'est une très belle méditation sur la forme, comme Hamlet avec le crâne de Yorick. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est le lien, et le lien à l'intérieur duquel il y a tout le destin pour moi, ou une partie du destin ou du problème de l'éco-poétique, entre la méditation de Valérie sur un coquillage, qui remplace le crâne de Yorick, et la possibilité de réfléchir sur la tête non pas d'un gastéropode, mais d'un ragondin, disons, donc Gaston et le gastéropode. Et quelle est la différence entre ces 2 formes? Le coquillage est un exosquelette, donc une forme extériorisée, qui a éliminé l'animal vivant. Il n'y a plus la forme de l'animal vivant qui y a vécu et qui l'a sécrété, le mollusque. Et donc elle est un contenant, une enveloppe pure, qui a encore une fois exclu celui qui est son auteur, disons, et qui est une forme du coup, bien sûr, et c'est pour ça que c'est si important pour Valérie, une forme d'hermétisme. D'hermétisme d'ailleurs, c'est-à-dire de clôture, de fermeture donc, et d'érémitisme, parce que c'est une forme, c'est une cellule d'hermite que se crée donc le Bernard l'ermite, disons, c'est pas lui qui le crée d'ailleurs, mais que se crée un mollusque, et à l'intérieur duquel il se forclôt, il exclut le monde. Et c'est ça bien sûr qui importe pour Valérie dans cette idée du coquillage comme forme absolue, qui va devenir le métonyme de la forme artistique pour lui. Cette espèce de morphogénèse de la forme naturelle devenant un paradigme pour penser la formation du poème, éliminant peu à peu tous ces possibles vers la nécessité aveugle d'une forme pure, etc. C'est que cette forme justement exclut tout rapport avec l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'autisme du coquillage, cette espèce de forclusion, d'enveloppement, d'invagination dans sa propre spirale, qui fait que le coquillage exclut le monde, et plus il y a cohérence interne de la forme, plus il y a émancipation par rapport aux relations qui pourraient lier cette forme au milieu extérieur. C'est ce qui intervient en littérature dans l'œuvre pure, c'est cette idée d'augmentation de la systématicité interne, c'est-à-dire de la musicalisation de tous les rapports internes, de tous les formants du poème, pour opérer l'émancipation du lien entre référent et signe, référent et signifiant. Donc, les liens entre signifiants deviennent prépondérants par rapport aux liens entre les signifiants et le signifié ou le signe, etc. Et c'est une forme pure donc, qui est obtenue par éradication de ces liens extérieurs, donc par une espèce de déploiement autiste d'une forme. C'est bien sûr le côté que Valérie emprunte à Mallarmé, avec l'œuvre pure qui implique la disparition élocutoire du poète et du monde, c'est-à-dire, en effet, le coquillage ou le mollusque est disparu de cette forme pure qu'il a laissée comme son propre tombeau vide. C'est d'ailleurs le ptyx du poème de Mallarmé. Oui, le ptyx est une forme de coquillage. Ce ptyx qui est aboli, bibelot, d'inanité sonore, etc. Ou la fleur de Mallarmé qui musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tout bouquet, le mot fleur, le poème fleur, qui va annuler la référence à la fleur réelle ou au référent. Et donc, cette idée que Mallarmé, ou Valérie bien sûr, escamote le réel, que la littérature est faite pour escamoter le réel,
c'est-à-dire c'est la forme du terrorisme en littérature du Mallarmé selon Sartre, bien sûr. Il y avait un très beau cours cette année de monsieur Marchal, donc au Collège de France, qui rappelait qu'en fait pour Mallarmé, la fonction de la littérature, c'est Mallarmé en parle à Jules Huret dans l'enquête sur l'évolution littéraire. Donc Mallarmé dit « Les choses existent, nous n'avons pas à les créer, nous n'avons qu'à en saisir les rapports. » Les choses existent, nous n'avons pas à les créer. C'est-à-dire la littérature n'a pas à reproduire ou à dupliquer l'existence des choses. Et ce n'est pas cette fonction mimétique de duplication d'images. Les choses existent, ce n'est pas la peine de les représenter. Et pourtant, et après, donc, nous n'avons qu'à en saisir les rapports. Donc il ne s'agit pas tellement de les annuler, d'annihiler le monde ou de détruire le monde, qu'en saisir les rapports. Une espèce de compréhension du monde. Ce qui est assez étrange comme, par rapport à la vision nihiliste de Mallarmé. Qu'est-ce que ça veut dire rapport? Et c'est là où c'est intéressant pour moi et pour notre rapport critique et éco-critique, ou poétique et éco-poétique. Il y a deux types de rapports, bien sûr. De quoi parle Mallarmé quand il parle saisir les rapports des choses? Est-ce qu'il s'agit des rapports des choses entre elles ou des rapports internes qui constituent une chose, comme système ou comme organisme? Donc il y a le côté Valérie de cette phrase de Mallarmé, vous voyez, cette espèce l'hystérie valérienne de la forme pure, autiste et repliée en soi, vous voyez. Donc théorie des structures internes de l'organisme, et puis le côté, donc ça c'est le côté Valérie de Mallarmé, de cette phrase de Mallarmé, et puis il y a le côté Bateson, si vous voulez, de Mallarmé, qui est la théorie des relations, le rapport des choses entre elles, vous voyez. C'est-à-dire que tout organisme ne peut se concevoir que dans un environnement, et les formes de cet organisme sont le produit d'une coévolution avec son environnement. Et c'est là où Gaston m'intéresse par rapport au gastéropode de Mallarmé, de Valérie, pardon, c'est que si l'on regarde la forme de la tête de Gaston, ce n'est pas du tout une forme pure, épurée, autiste, au contraire, tout dans cette articulation osseuse dit l'extériorité, dit la relation au monde. Vous voyez, cette espèce, les alvéoles très très belles qu'il a à l'intérieur des cavités nasales, vous voyez, ce qui rappelle tout à fait la secrète architecture des grenades de Valérie d'ailleurs, l'éclatement des grenades faisant rêver à leur architecture interne quand elle n'était pas encore éclatée. Et puis, mais cette secrète architecture du nez de Gaston n'est pas du tout une architecture intime, secrète, mais elle est au contraire un rapport au monde, une façon de sentir, une fonction olfactive très développée chez le ragondin. Et puis ces impressionnantes dents qui disent quelque chose sur son rapport au monde, sa préhension du monde. Ces dents avec cet oxyde de fer et qui les rougit comme de l'acajou, c'est impressionnant. Bref. Les yeux, bien sûr, qui sont placés très en arrière, parce que c'est une proie, c'est pas un prédateur, et donc ces yeux impliquent un rapport au monde. Si c'était un prédateur, il aurait les yeux en face, très en face du visage, pour avoir une vision bifocale qui fasse très bien le point sur la proie. Mais en tant que proie, il a besoin de voir un peu partout, donc les yeux sont sur les rapports, sur les latéraux. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est un peu une image idiote, mais ce qui m'intéressait entre le rapport coquillage, vous voyez, cette invagination formelle de la forme pure obtenue par une espèce de sécession, de ségrégation du réel, et puis la tête d'un ragondin, qui est le contraire, vous voyez, parce que dans les formes évoluées du vivant, vous voyez, on passe à des symétries bilatérales du corps, et la symétrie bilatérale implique deux espaces, un espace postérieur qui est lié à la locomotion, enfin qui est utilisé pour la locomotion, et un espace antérieur qui est lié pour la relation, ce qu'on appelle l'espace de la relation. La bouche, bien sûr, toujours en avant chez les organismes, par exemple chez les vertébrés, la bouche est toujours la première chose, puisque c'est par là que la saisie du monde est la plus importante, mais tout ce qui est appareil sensitif, vous voyez, yeux, bouche, oreille, tout est dans l'avant puisqu'il y a une relation au monde. Et donc, ce rapport de l'œuvre, enfin de la structure à son environnement, c'est ça bien sûr qui va intéresser l'éco-poétique, et c'est pour ça que la première chose qu'implique l'éco-poétique, je pense, c'est une réforme de l'idée de la forme. Ce n'est pas cette espèce de morphogenèse aveuglement intériorisé de Valérie, et ce qu'il cherche dans le poème, vous voyez, cette séclusion par rapport au monde, mais au contraire, non pas privilégier les rapports internes, mais privilégier les rapports externes et comprendre ou concevoir qu'il n'y a pas de forme sans rapport à son environnement. C'est-à-dire ce qui fait une forme, par exemple la forme des dents d'un ragondin ou la forme intérieure de son nez, c'est la production d'un rapport à son environnement, c'est-à-dire c'est de la théorie batesonienne de l'information. Toute forme est une façon de traiter de l'information, d'accord ? Donc toute forme est informée, et du coup informante bien sûr, puisque quand on voit la tête du ragondin,
on peut très bien concevoir son mode de vie, le monde dans lequel il vit, etc. À quel objet il a affaire, et le bois pour ses dents, etc. On voit très bien que ce n'est pas, il ne broute pas de l'herbe tendre, si vous voulez, il y a quelque chose qui a à voir avec le bois sûrement dans ses dents. Bref. Donc en tout cas, la forme indique un rapport au monde, et c'est important pour la littérature parce qu'on a tendance à toujours penser la forme ou les formants comme justement ce qui sépare la littérature du monde, c'est-à-dire ce qui sépare de la matière, en gros. Oui. Et en effet, par exemple, dans le gastéropode de Valérie, la moindre matière vivante fait puer le coquillage. Tout ce qui reste de la vie, du monde autour, etc., va être un facteur perturbant dans la pureté de cette forme autiste. Ce qui n'est absolument pas le cas, bien sûr, dans les types de formes que pourrait privilégier l'écopoétique. Vous voyez, cette espèce de reliquat ou de rapport à la vie, au monde réel, ne doit pas être aboli pour que l'œuvre atteigne ou accède à sa perfection. C'est d'ailleurs très intéressant dans L'homme et la coquille de Valérie, puisque Valérie se sert du paradigme naturel pour, voyez, il y a deux formes pour lui de métonymes concernant l'art. Il y a l'architecte, Palinos bien sûr, qui construit, donc le phénomène de construction, où on a une intention qui précède l'œuvre, on choisit sa forme, on choisit ses matières, etc. Et puis, donc ça c'est pour le paradigme ou le métonyme architectural, et puis le paradigme naturel, le mollusque, voyez, on est soit architecte et mollusque quand on est poète. Le mollusque qui en effet, au contraire, il n'y a pas de possible, il n'y a pas de choix de la matière, il n'y a pas de choix de sa forme. Vous voyez, un mollusque un gastéropode fait soit un bivalve, soit une forme spiralée, comme un pommier fait des pommes ou un poirier fait des poires, il ne choisit pas sa forme et sa matière. Et c'est justement cette perfection pour Valérie et la possibilité de parvenir dans l'art à cette nécessité formelle qui a éliminé tous ces possibles. Quand on ne peut pas changer un poème, de même que tout dans la coquille du coquillage, tout est enroulé parfaitement, mathématiquement dans la spirale, alors si on ne peut rien changer, ça veut dire que le poème a atteint sa perfection et il est devenu du coup quelque chose qui, quoique l'œuvre d'un architecte en un sens, d'une construction, d'une délibération sur le verre, a atteint cette nécessité formelle aveugle qui s'est détachée de toute espèce d'autres possibles. Et les possibles, bien sûr, pour une forme, c'est ces possibilités d'évolution. Or, on sait très bien que dans les formes du vivant, une forme qui n'est plus capable d'évoluer est une forme qui va involuer, donc qui va devenir une espèce de forme désuète ou fossilisée très rapidement. D'ailleurs, le coquillage de Valérie est largement fossile. Et donc, par rapport à la notion de forme, pour l'écopoétique, la notion de forme n'a pas tendance à éliminer cette idée de possible. Il y a un jeu de coévolution ou de rapport entre le traitement d'informations du milieu et la formation de soi par rapport à ce milieu. Et cette capacité à épouser ce rapport ou à signifier ce rapport au monde, et ce rapport entre les choses, comme dirait Mallarmé, qui fait qu'il y a un monde ou qu'il y a une œuvre ou une œuvre dans le monde, c'est-à-dire un rapport entre un système et son environnement. Cette idée qu'il n'y a pas de système qui vive hors d'un environnement, pas d'organisme qui vive sans environnement. Un système qui vit sans environnement, c'est une pure fiction. La mathématique est un système qui vit sans environnement, qui se passe d'environnement. J'en viens plus précisément à la définition de l'écopoétique et à cette proposition assez impressionnante et surprenante de Lawrence Buell, qui disait que la littérature et la critique littéraire sont fondamentalement anti-environnementalistes. Ce qui est une proposition assez forte. Bon, bien sûr, il parlait d'une certaine époque de la critique littéraire et de la littérature, qui est une époque qui s'est constituée dans les années 70, disons, et qui a été ce qu'on pourrait appeler en gros la théorie textualiste, cette idée du texte roi, sans auteur, sans contexte, etc. Et en effet, cette espèce de culture qui a été une structure, disons, post-structuraliste, d'études d'une œuvre comme grammaire interne, sur le modèle de la linguistique en fait, la linguistique saussurienne qui ne s'occupe pas du tout du rapport au référent, qui s'occupe du rapport signe-signifié et du rapport signe-signe, mais pas du tout du rapport au référent, c'est vraiment, et donc de l'origine du langage, c'est vraiment quelque chose qui est prohibé même de la pensée saussurienne. Et donc cette idée qu'un texte est une espèce de structure en soi, de structure qui ne fonctionne pas avec
une extériorité. Ce qui est intéressant, et c'est une très très belle entreprise critique, il n'y a vraiment rien à dire contre cette entreprise critique, au contraire. Le problème, c'est qu'elle a été contemporaine, et pas pour rien bien sûr, de ces années où en effet la crise écologique s'est avérée une crise particulièrement dramatique pour le monde. Et donc on sent très bien que l'oubli du référent ou le mépris du référent dans le textualisme critique coïncide très bien et en fait est un corollaire du mépris de l'environnement dans cette société hyper industrialisée, tout à fait artificialisée ou totalement anthropisée qui s'est créée à l'époque dans les mêmes années, c'est-à-dire à la fin comme résultat des 30 Glorieuses, puis dans les années 70, 80, 90, etc. Et l'éco-critique naît dans les années 90 en réaction contre cette théorie critique textualiste et bien sûr en réaction aussi contre cette dégradation de l'environnement et en pensant l'un comme relié à l'autre, c'est-à-dire le mépris du référent en littérature et l'oubli ou le mépris ou la destruction du monde dans les modes de vie des sociétés hyper industrialisées, comme si le monde humain ne pouvait plus se vivre à l'intérieur d'un écosystème, comme si le système humain avait complètement oublié qu'il devait rendre des comptes ou était en relation avec un rapport signifiant, dramatique, potentiellement dangereux, avec une extériorité, avec un monde, avec un référent. Donc c'est la même époque où l'homme commence définitivement à n'avoir plus aucune autre relation avec le vivant, c'est-à-dire il n'a plus de relation qu'avec des hommes dans un monde complètement humanisé ou anthropisé, artificialisé. Et à la même époque, donc, le texte finit par ne plus avoir d'autres relations qu'avec lui-même, c'est-à-dire qu'avec le texte. Il y a une espèce de spécisme en littérature qui fait qu'en fait, le seul contexte qu'admet le texte, c'est une intertextualité. C'est-à-dire le texte fonctionne avec des textes, les textes réécrivent d'autres textes, etc. Et en vase clos, sans input venant du réel ou du monde et sans output, c'est-à-dire sans kérigme ou sans influence sur le monde extérieur, sans possibilité d'engagement, de politisation du texte, etc. Il y a d'ailleurs un certain rapport entre l'intertextualité, qui implique donc que le texte n'a de rapport qu'avec les textes, il ne communique qu'avec d'autres textes, il les réécrit puis est réécrit par eux, et cette espèce de rêve ou d'illusion du capitalisme intégré, comme dirait Debord, qui est l'illusion du recyclage. Cette idée que le monde humain est à ce point, on oublie à ce point qu'il y a besoin pour faire vivre le système humain d'un input, c'est-à-dire de ressources, et d'un output, c'est-à-dire de déchets dans l'environnement. Donc on essaie de boucler les déchets sur les ressources. C'est-à-dire on va créer du déchet, mais elles vont devenir nos ressources, donc on n'aura plus besoin de rien et rien ne sortira du monde humain. C'est cette espèce d'autotrophie folle qui a permis du coup de dire, du coup c'est bien, plus on va produire, plus on va créer du déchet et plus on va avoir de ressources. Donc c'est parfait, continuer à produire, etc. Donc recyclons le plastique au lieu de ne pas utiliser le plastique. Et il y a, c'est absurde, mais il y a un peu cette espèce de même isolation ou autotrophie ou érémétisme, l'hermétisme ou l'érémétisme humain qui ne vit qu'entre hommes comme le texte ne vit qu'entre lui-même ou qu'entre textes, si vous voulez. J'en viens donc à ce que l'on considère comme la définition normale de l'éco-critique, qui est l'étude des relations entre la littérature et l'environnement. La formule est assez fâcheuse, je trouve. D'abord parce que, au mieux, ça a l'air d'une formule thématique, disons. La littérature et la mort, la littérature et la femme, la littérature et l'environnement, puisque c'est le thème à la mode. Et au pire, c'est un coq à l'âne. Littérature et environnement, c'est vrai qu'on n'arrive pas très bien à voir le rapport, ça fait un peu l'algèbre et le poireau, si vous voulez. Donc, je pense que ma petite introduction était liée à cette idée que peut-être il faudrait penser de façon plus simple, si vous voulez, littérature-environnement comme texte et contexte. Et là, on a quelque chose qui ne fait plus trop coq à l'âne, si vous voulez, penser un texte dans un contexte, penser, disons, les relations dialectiques d'un texte et d'un contexte, et quand je dis bien sûr texte-contexte, on peut le traduire comme système et environnement, ce qui va mieux, ou organisme et environnement.
Et donc cette idée qu'il y aurait une façon dialectique de penser propre à l'éco-critique, qui serait cette idée qu'il n'y a pas de clôture sans ouverture. Et c'est l'idée bien sûr de Niklas Luhmann, donc, qui est reprise du couple batesonien dans le dernier texte de Bateson, Mind and Nature, de 75 je crois, qui est cette idée que tout organisme fonctionne dialectiquement selon une double logique tautologique, donc d'enfermement, de production ou reproduction de soi, ce qui serait une espèce d'autopoïèse, si vous voulez, tautologique, et d'écologie. Donc le principe tautologique de clôture et le principe écologique d'ouverture. Et que la vie, c'est le jeu entre ces deux principes. Et cette idée surtout, et c'est ça qui est le plus intéressant, et c'est ce qui est très formalisé et théorisé par Luhmann, qu'il n'y a pas d'ouverture au monde sans clôture, c'est-à-dire d'ouverture à un référent sans clôture autoréférentielle. C'est-à-dire que pour m'ouvrir au monde, il faut que j'ai un système perceptif. Or, ce système perceptif est une clôture en même temps qu'il est une ouverture, puisqu'il m'ouvre à un certain monde et exclut tous les autres mondes possibles. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'il y a une façon de voir le monde en musicien, en psychologue, en juriste, en moraliste, en religieux, en mathématicien, etc. Et ces mondes-là sont tout à fait différents. Et ce qui fait que ces systèmes perceptifs sont ouverts à un monde et créent le monde auquel ils s'ouvrent, fait aussi qu'ils sont fermés aux autres mondes. Et donc, cette idée valérienne de la forme pure est assez fâcheuse, disons, malencontreuse, puisqu'il n'y a pas de forme, enfin, la forme est la dialectique justement entre une ouverture et une fermeture. C'est-à-dire entre une exoréférence, la création d'un référent, puisqu'à chaque fois, bien sûr, le système perceptif crée par collaboration son propre monde, avec du monde, avec quelque chose qui est comme du monde, et donc on crée l'exoréférence par autoréférenciation, pour le dire très bien. C'est le vocabulaire plus luhmannien, exoréférence et autoréférence ou autoréférenciation par rapport à tautologie ou écologie, mais c'est un peu la même chose que texte et contexte. C'est le rapport, la textualité, le tissu interne, et qui est en fait contextualisé, ou qui est une façon de produire du soi et du monde dans le même mouvement, et pas du tout de façon séparée, si vous voulez. Et l'éco-critique, je pense, au mieux se situe là pour moi, dans cette idée de penser la forme dans un système qui dépasse le texte comme isolé dans sa propre solitude, dans son propre hérémétisme, si on veut, formel. C'est-à-dire penser un rapport entre le texte et le monde, et ce qui va m'intéresser maintenant pendant quelques temps, c'est le type de ce rapport, comme disait Mallarmé, qu'il y a entre la littérature et l'environnement. De quel type est ce rapport? Je pense que les deux relations texte-monde ou texte-contexte que ne peut pas intégrer l'éco-poétique, ce sont les deux rapports que j'appellerais le miroir et le mirage. C'est-à-dire d'un côté le rapport mimétique, le texte est une image, une reproduction du monde, une reproduction par mimésis donc du monde, et le mirage, c'est-à-dire le texte crée une illusion référentialiste qui est en fait la partie du texte qui doit être enlevée pour vraiment arriver à ce qu'est le texte en lui-même, c'est-à-dire un espace totalement autoréférentiel. Donc d'un côté, la littérature comme miroir du monde, et de l'autre, la littérature comme pur mirage de monde, qui est en fait n'est que le déploiement de ses propres formes internes, créant une espèce d'illusion référentialiste sans aucun intérêt, qui est juste pour appâter le lecteur, disons. Lambda, le lecteur. Dans les deux cas, on a une espèce de façon de relation au monde qui est une relation inexistante en fait, puisque dans l'idée mimétique, le texte ne fait pas partie du monde et le monde n'est pas dans le texte. C'est image et chose, ou présence et représentation, mais le monde n'est pas présent dans sa représentation, comme son nom l'indique, et la représentation ne fait pas vraiment partie du monde, des objets du monde. Et dans l'autre cas, bien sûr, c'est évident, c'est l'isolation du texte dans ses propres formes, et donc tendanciellement le texte comme anéantissement ou annihilation du monde à travers donc le textualisme.
le rapport ou la relation que pense et que privilégie l'éco-poétique, donc ce n'est ni le miroir ni le mirage, mais le couplage, je dirais. C'est-à-dire cette espèce de coproduction du texte et du monde par un rapport plus profond que le rapport mimétique, disons. Et c'est là où j'en viendrai à ce très très beau texte, très rapide, trop bref, très compliqué, le texte de Benjamin, donc sur le pouvoir d'imitation, qui parle de ces ressemblances. Et donc, bien sûr, il va y avoir un petit côté scandaleusement anti-derridéen dans cette histoire. Derrida, c'est l'écriture et la différence, et bien sûr, ce sont ces années-là. Et je vais essayer de m'intéresser, avec Benjamin comme caution, l'écriture et la ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire que l'écriture aurait ou ressemblerait au monde, et plus exactement dans le vocabulaire de Benjamin, des ressemblances invisibles. Le langage, c'est le domaine de la ressemblance invisible au monde. Et la référence évidente pour Benjamin, c'est la magie, ou les rituels magiques qui, justement, ont une saisie sur le monde à partir de ressemblances invisibles entre le microcosme et le macrocosme, entre des formes que l'on peut manipuler et on manipule et du coup on a une influence sur d'autres formes qui sont similaires, analogiques, contiguës, etc. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de penser la littérature dans ce type de rapport au monde? Je vais retourner en amont par rapport à Benjamin et prendre au sérieux l'exemple qu'il prend de la magie rituelle, et c'est ce qui va m'intéresser. Quel rapport entre littérature et magie dans sa prise sur le monde? Je vais partir d'une chose très simple qui est une petite variation sur la page. Le mot page, donc pagina, vient de paga, donc qui est du même, qui dérive du même mot que le mot pagus. Le pagus, qui a donné bien sûr paganisme, de paganus qui est le paysan. Donc ce sont le christianisme appelle paganisme tout ce qui sont ces dévotions populaires des paysans, contre lequel, que va essayer de désherber le christianisme. Et donc le paganisme, c'est la religion du pagus, la religion du champ. Le pagus, c'est le carré de champ, le lopin de champ, défini par les 4 pieux plantés à ses extrémités. Pangere en latin, ça veut dire planter, et c'est d'où vient pagus, bien sûr. Donc c'est l'espace délimité, le carré délimité qui est le champ que cultive le paysan. Vous voyez tout de suite où je veux en venir, du pagus à la paga, du champ délimité, des petites divinités locales, du souci du lieu, de l'entretien du lieu, de la culture de la terre, etc. Culture au sens propre, cultiver et avoir le culte de la terre. Et le culte de la page, le culte du livre, qui va se détacher bien sûr de ce culte des lieux. Et l'éco-poétique pense justement ce retour amont possible, ou ce seuil d'indifférence entre le culte du lieu, le culte du pagus, et le culte textuel, le culte de la page, de la paga, les religions du livre si vous voulez, puisque nous vivons dans une religion du livre, de la Bible à Mallarmé plus ou moins, et non plus justement d'une religion du lieu. Quel est le rapport entre ce qui se passe sur la page et ce qui se passe dans le pagus? Et c'est là où les ressemblances de Benjamin nous intéressent. Ça se voit encore dans la poétique d'Aristote, mais les grands récits, notre littérature, les récits littéraires sont nés dans l'atmosphère ou dans le contexte religieux rituel. Chez Aristote, ces grands récits où l'âme de la tragédie, c'est le mythos, donc le mythe, qui va devenir donc le récit, mais qui d'abord sont bien sûr les grands récits mythologiques. Or, les grands récits mythologiques naissent dans le contexte cultuel ou rituel, ils accompagnent, ils sont le scénario des mythes, ils sont en fait, selon Théodore Gaster, ils sont la traduction dans l'éternel, si vous voulez, de ce qui se passe effectivement dans le rituel, j'y reviendrai, et les rituels eux-mêmes ne sont autre chose qu'une façon d'entretenir des relations avec le lieu. Et donc, du coup, on peut retracer une ligne qui est entre de l'entretien du lieu à la littérature. Si je retrace à toute vitesse cette ligne, c'est ce qu'on appelle donc le groupe humain entretenant le topocosme, c'est-à-dire que le groupe humain vit dans un lieu-monde, un topocosme, et il participe à la vie de ce lieu-monde. Il participe activement dans ses pratiques
à la vie de ce lieu monde, à son renouvellement, ce lieu monde fonctionnant selon deux moments, un moment de kénose, donc de vide, l'hiver, et un moment de plérose, de plénitude, l'été. Et le groupe humain doit participer à ce cycle naturel, d'où tous les rites qui sont des rites de passage de saison, etc., seasonal ritual, les rites des saisons selon Fraser, qui fait que tout d'un coup, en même temps que ce qui se passe dans la saison qui arrive, l'homme fait ce qu'il doit faire à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il se synchronise, les activités humaines se synchronisent au cycle de la nature. C'est très important parce que pour qu'il y ait communauté humaine, il faut qu'il y ait deux espèces de logiques dans les sociétés archaïques, qui est la logique différenciante de nous sommes une société humaine et nous avons des pratiques humaines, de mariage, d'économie, d'échange, de langage, etc. Mais cette espèce de séclusion, d'enfermement dans une collectivité humaine doit dialectiquement jouer avec une synchronisation avec l'ordre général des choses, du vivant, justement l'ordre du temps du mythe où toutes les choses étaient indéfinies, vous voyez, où les animaux, les plantes, tout était des hommes. Et donc il faut de temps en temps revenir à cet ordre premier des choses et donc synchroniser toutes les activités du groupe humain à cet ordre, disons que je vais appeler l'ordre naturel, très rapidement. Donc, l'ordre culturel doit de temps en temps régresser ou faire un grand retour dans le temps du mythe et l'ordre culturel. Or, bien sûr, ce type de retour, ce sont toutes les activités rituelles qui vont resynchroniser la vie du groupe au cycle saisonnier, au cycle des saisons en particulier. Et ces rites, vont donner lieu à des mythes qui vont accompagner ces rites et leur donner une espèce d'autorisation, d'explication mythologique, c'est-à-dire en faisant une espèce de drame sacré, ce qui est arrivé à un dieu, luttant contre un dragon pour libérer les eaux captives, et donc ça libère la pluie, ou etc., ou libérer les plantes, etc. Et donc du coup, l'activité humaine, qui va être par exemple l'activité de la semaille, va être accompagnée d'un rite, donc de ritualité sur le pagus justement, on va offrir la première gerbe, etc. Et en même temps que ces pratiques vont donner lieu à une interprétation ou à un récit mythique. Si vous voulez, imaginez l'Égyptien, vous voyez, qui plante sur le Nil après la crue, qui plante le blé, donc qui sème les grains qui ont été démembrés de l'épi. Et vous avez le mythe d'Osiris, démembré en 14 morceaux, noyé dans le Nil par son frère Seth, et puis recomposé par Osiris, qui va s'accoupler à lui et donner Horus. Donc, en fait, ce qui est le mythe d'Osiris et d'Iris, donc de l'espèce d'alliance entre la terre sacrée et Osiris, l'épi démembré, c'est l'image justement ou une espèce de traduction de ces grandes sociétés agricoles dont un des grands rites de renouvellement du topocosme justement c'était la semaison, le moment où on réensemençait la terre, donc où le grain devait mourir comme Osiris pour renaître plus tard de la terre du Nil, de sa noyade donc dans le Nil, etc. et de son sparagmos, de sa diaspora, de son dispersement, de son démembrement comme on démembre l'épi en grains. Peut-être un exemple plus proche de vous, l'Eucharistie, le rituel de la communion, le sacrement de la communion, qui est une espèce de rituel traditionnel, totémique ou théophagique, donc on divinise le dieu ou l'animal que l'on consomme, parce que ce dieu ou cet animal est l'animal qui permet la subsistance qui assure la subsistance du collectif humain. Qu'est-ce qui se passe dans la communion? L'hostie est distribuée aux fidèles et cette distribution crée la communauté, la communion des chrétiens, de l'église chrétienne, du groupe, renouvelle la communion du groupe. En même temps que cette pratique est opérée, et s'opère de façon dans la praxis, donc disons, et quelque chose est commémoré. Donc il y a un acte qui commémore un autre acte, et ça c'est le mythe qu'il y a derrière, ou le récit qu'il y a derrière, c'est bien sûr la scène, le dernier repas, où le corps du Christ est distribué parmi les apôtres. Donc dans l'église, vous êtes à la fois le fidèle qui prend l'hostie et un des apôtres qui reçoit du Christ, le prêtre, le pain, qui est une partie de son corps. Donc on voit très bien le lien entre
praxis mimesis. Or, ce lien praxis-mimesis est bien sûr lié aussi à un souvenir d'entretien du lieu, puisque partager le pain, donc devenir copain, compagnon, companis, c'est opérer bien sûr un rituel de conservation du topokos, c'est lié à un grand rituel agraire. Donc le démembrement du Christ dans le pain, qui est lié bien sûr à un rite des semailles ou à un rythme des moissons, ressemble beaucoup au sparagmos d'Osiris, c'est-à-dire le démembrement de l'épi en grains, etc., si le grain ne meurt toujours. Et donc il y a sûrement là derrière, dans le discours de l'évangile, donc dans le mythe, dans le récit légendaire donc de la scène, il y a bien sûr le souvenir d'un ancien rituel de rite de saison qui était lié à un entretien du topokos dans une société agraire. Le paysan, en même temps qu'il cultive la terre, il opère le culte d'Osiris, si vous voulez. Donc il y a un lien, le récit mythique va accompagner les rites. Et on retrouve ça de façon magnifique dans la Petite Fadette de George Sand, qui est repris d'ailleurs dans cet autre texte qui m'échappe, qui n'est pas François Champy, La Mare au diable, bien sûr. Cette idée du chant du labour et cette magnifique phrase de la préface de La Mare au diable où George Sand dit que dans le Berry, donc le paysan chante le labour en même temps qu'il laboure la terre. Et elle dit donc, et le paysan, grâce à son chant, sème et consacre. À la fois sème et consacre. Semer, l'activité pratique, qui est l'activité qui permet la vie du groupe humain, mais cette activité pratique est aussi une façon de renouveler le topocosme, le lieu-monde, et donc c'est une façon d'avoir un culte de la terre. Et le chant que l'on cultive et le chant que l'on chante, vous voyez, sont une espèce de façon de relier les deux, cette espèce de souci du monde et souci du groupe humain. On voit bien sûr où je veux en venir, mais entre le rapport texte et contexte, il y a un moment, un seuil d'indifférence où l'on peut cultiver le texte, donc le récit, en cultivant le monde. Ce qui n'est plus le cas par exemple pour Madame Bovary, qui voudrait bien que son livre corresponde à sa vie, que vous voyez ce qu'elle est en train de faire dans la pratique, dans sa vie, corresponde à ce qu'elle est en train de représenter de ce qui est en train d'être représenté dans le mythe. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est plus le cas bien sûr pour Madame Bovary, alors qu'un paysan égyptien, quand il sème la terre, il parle de Osiris qui lui-même est semé sur la terre. Si vous voulez, donc il y a une coïncidence entre la praxis le domaine de la praxis et le domaine de la mimésis. C'est ce qui se passe dans les premiers rituels où tout le monde est acteur du mythe sacré. Et donc en fait ce premier élément mimétique de représentation de mon propre geste dans une histoire, qui est l'histoire divinisée du geste que je suis en train d'accomplir, en fait ce premier élément mimétique est encore pris dans une activité pratique. Et puis peu à peu, bien sûr, le domaine de la mimésis va se déplacer et c'est pour ça que j'en revenais aux ressemblances de Benjamin. La mimésis va devenir une simple production d'objets ressemblants. Alors qu'au départ, la mimésis était une identification aux forces de la nature qui renouvellent le monde ou aux dieux qui renouvellent le monde, etc. Et c'est ce qu'on trouve encore chez Platon. La mimésis dans la République, ce n'est pas du tout la mimésis poétique qui sera celle d'Aristote. D'ailleurs, ça n'existe pas encore, si vous voulez, ce caractère esthétique de la mimésis aristotélicienne. La mimésis contre laquelle lutte Platon, c'est la mimésis de la grande éducation identifiante des poètes. Vous entendez Anaède chanter Achille et tout d'un coup vous mimétisez, vous êtes mimétisé à cet homme courageux. Il y a une espèce d'enthousiasme, d'inspiration qui fait que vous voulez être Achille. Pour Platon, ce n'est pas comme ça qu'on apprend à connaître, il faut connaître l'idée du courage et pas se mimétiser à l'homme courageux. Vous voyez, il faut posséder sa propre connaissance de soi-même, du monde, etc. Il faut séparer, bien sûr, l'objet de connaissance et le sujet de connaissance. Mais au départ, la mimésis, c'est une identification à son objet, au monde, etc., à l'acte. Et pas du tout une production d'un objet beau, isolé du monde, dans un univers qui est l'univers esthétique ou poétique pur et qui n'a plus rien à voir avec la praxis, parce que c'est bien sûr le geste que fait Aristote dans la poétique, c'est de prendre la mimésis exilée de la cité et de lui ouvrir cet espace réservé de la littérature qui n'a plus rien à voir bien sûr avec la politique, avec la police ou avec le monde, bien sûr, la police au sens de la ville et avec le monde. Donc voilà,
À l'origine du récit, si vous voulez, il y a cette nécessité de s'accorder au rythme du monde et de s'accorder à des cycles en les métaphorisant ou les personnifiant dans des dieux, dans des gestes héroïques, etc., qui vont peu à peu s'émanciper des activités pratiques auxquelles elles étaient liées, pratiques et rituels bien sûr, auxquelles elles étaient liées. Et puis peu à peu, il ne va plus y avoir de rapport avec les récits qu'on raconte et la vie qu'on vit. Et ça sera plus ou moins la naissance de la littérature d'ailleurs, c'est-à-dire l'espèce de constitution d'une sphère de l'esthétique hors de la sphère de la télestique ou la sphère des activités rituelles et des récitations rituelles, des drames sacrés qui étaient effectivement pratiqués dans les rites. Pourquoi et quand ces relations entre les grands récits et le topocosme ou les lieux où le monde ont été abolis? À partir du moment où l'homme, enfin la vie de l'homme, disons, s'est détachée des rythmes naturels ou de la nécessité d'épouser ces rythmes naturels. Vous voyez, épouser les grandes migrations des herbivores qui nourrissaient les hommes, ou d'épouser bien sûr le cycle de la génération des plantes, etc. C'est-à-dire quand l'homme s'est mis à habiter en ville, dans un univers totalement humain, etc. À ce moment-là, bien sûr, les fonctions du récit vont tout à fait changer. Les récits ne vont pas tellement s'intéresser à l'accord ou l'accordance des rythmes humains et des cycles naturels, mais l'accord entre différents types humains, entre l'individu et la société, etc. Le rapport de l'organisme et de son contexte va être réduit à quelque chose qui sera humain. Tel pays avec tel autre, telle société avec telle autre, telle classe avec telle autre, tel individu avec telle société, etc. Tout va être une espèce d'accordance qui va être réduit à un monde anthropisé, humain, etc. Du coup, l'éco-critique, dans ce cas-là, n'a pas vraiment lieu d'être. Vous voyez, dans une littérature qui a oublié le monde, enfin ce monde-là, n'a plus lieu d'être. Pourquoi l'éco-critique fait retour, comme un peu d'ailleurs, comme une pulsion refoulée dans les années 90, à cause justement de l'état du monde? C'est-à-dire que tout d'un coup, ce dont se souvient l'homme, c'est qu'il y a un monde autour du monde humain, un monde extérieur au monde humain, vous voyez, un monde auquel le monde humain est lié par un input, les ressources qui sont en train de s'épuiser, et puis un output, vous voyez, la pollution, les déchets, etc. Et donc quelque chose qui est en train de rendre, enfin une espèce de lien qui est en train de rendre invivable l'homme qui pensait s'être isolé de cet environnement. Et du coup, peut-être, il va devenir de nouveau important pour la littérature de repenser ou de réaccorder le monde humain au monde naturel. Quand le monde naturel, c'est très compliqué maintenant de parler du monde naturel bien sûr, mais cette idée que les forces du monde vont redevenir des forces importantes pour les sociétés ou les collectifs humains, c'est-à-dire les ouragans, les dérèglements climatiques, etc. Donc on va retomber dans un monde où on va devoir se faire, ou devoir prendre en compte des cycles, des rythmes, des forces qui ne sont pas du coup des forces maîtrisées par un environnement humain. Alors peut-être que la littérature va devoir renouer avec sa fonction télestique, disons sa fonction de réaccordance, de resynchronisation des collectifs humains à un ordre du monde qu'ils ne peuvent plus ignorer, et qui leur revient dans la figure avec leur propre force d'ailleurs, puisque cet anthropocène dans lequel nous rentrons, c'est bien sûr l'incapacité de la nature de faire autre chose que d'entériner et d'exagérer ou d'exacerber les désordres induits par l'homme, si vous voulez. Elle ne peut plus rétablir un équilibre, donc du coup tout ce monde extérieur nous revient dans la figure. Peut-être du coup que les récits vont être nécessaires, beaucoup de récits vont être nécessaires, non pas du tout pour le changer, parce que pour changer le monde, il ne faut pas des récits, il faut des hommes, mais au contraire peut-être pour faire avec. Et faire avec, au fond, c'est assez important. Si vous voulez, si je repars d'Aristote, la tragédie, enfin le pouvoir cathartique de la tragédie, ce pouvoir de purification de la tragédie, est lié à ces deux passions donc, qui sont la terreur et la pitié. La terreur qu'on éprouve pour les dieux et la pitié qu'on éprouve pour les hommes. Et donc le spectacle tragique permet de réaccorder, si vous voulez, les exigences de la liberté humaine et les exigences de la nécessité du monde, si vous voulez. Donc pas trop
ne pas trop avoir peur de la némésis divine et ne pas trop pousser sur l'hubris humaine, si vous voulez. Et donc, là encore, vous avez cette image qui est une image de rapport entre texte et contexte, ou texte humain et contexte mondain, ou tautologie, le monde humain, la liberté humaine, et écologie, la nécessité des choses. Et la tragédie a pour objet d'opérer justement une tempérance, ou un tuning, une accordance, entre ces deux ordres contradictoires, donc l'ordre d'une insertion écologique dans un milieu et l'ordre d'une constitution tautologique d'un certain collectif qui est le collectif humain. Et c'est grâce au mythos tragique ou à la mimésis tragique que s'opère collectivement, et c'est très important, collectivement, cette accordance ou ce rite d'accordance. Et si l'on regarde notre situation actuelle, oui, les deux phénomènes fondamentaux donc pour la pensée, et pas simplement pour les humanités environnementales, mais pour la pensée même de tous les jours, c'est bien sûr cette idée de l'anthropocène, qui n'est pas tellement l'homme devenu une force géologique, mais c'est simplement le fait qu'on arrive dans un monde de dérèglement ou de crise climatique et environnementale, liée justement au dérèglement induit par les modes de vie humains. Donc l'anthropocène d'un côté, cette espèce de monde qui revient ce force du monde difficilement gérable qui nous revient dans la figure, et de l'autre côté le concept d'extinction, donc ce qu'on appelle la 6e extinction, et il y a toutes des études, Extinction Studies, qui est justement sur le mal que nous faisons souffrir aux vivants et qui entraîne sa disparition. Et si l'on remarque bien, ces deux choses, ce sont deux choses qui peuvent générer de nouveau un sentiment tragique du monde, puisque du côté de l'anthropocène, on a le phobos, la terreur tragique, la peur de ce qui va nous arriver, la peur des crises, la peur des apocalypses, des effondrements, etc. Et de l'autre, l'extinction, on a l'éléos tragique, la compassion, la pitié pour le monde. Et c'est un peu notre situation actuelle, vous voyez, cette idée qu'on a à la fois une terreur du monde et une pitié pour le monde. Un mot suffirait, le mot latin de pietas, pietas qui a donné pitié bien sûr, mais qui est aussi la pietas, la crainte révérencieuse, la piété et la pitié. Et donc on retombe sur cette double sentiment de piété envers le monde et de pitié pour le monde. Ce qui est intéressant par rapport à la tragédie d'Aristote, bien sûr, c'est que la tragédie d'Aristote distingue. Le phobos, c'est pour les dieux, l'éléos pour les hommes. Alors que là, on voit très bien que les deux choses sont ensemble. C'est phobos et éléos pour la situation du monde dans laquelle nous sommes. L'extinction, ça peut concerner aussi l'humanité. Mais justement, il n'y a plus cette distinction, la tempérance n'est plus à faire entre une nécessité et une liberté dans ces cas-là. Peut-être que l'écopoétique va permettre de penser la littérature dans ce nouveau contexte, qui est un nouveau contexte tragique, donc d'écopathie et d'écophobie, si vous voulez, de souffrance pour le monde, pour notre oikos terrestre, et de terreur face à cet oikos, parce que l'écopoétique pourrait essayer de repenser justement la littérature dans sa fonction rituelle, dans sa fonction d'accordance au monde, de prendre en compte, vous voyez, un ordre qui est d'ailleurs une série de désordres, et d'en faire quelque chose en littérature, c'est-à-dire que le texte est un véritable rapport de piété ou de pitié avec son contexte. Un très bel exemple de nouveau récit que produit cette nouvelle situation, donc, que serait l'Anthropocène, c'est la montagne radieuse de Sokyu. Le récit se passe à Fukushima après la catastrophe de Fukushima. Les gens reviennent chez eux, mais il y a tous les objets, toute cette prolifération des objets du capitalisme qui ont été contaminés et qui doivent être donc, dont on doit se débarrasser. Alors, il est très difficile de s'en débarrasser, et donc un vieil homme décide de récupérer tous ces objets dans le fond de son jardin. Donc les gens apportent ces objets contaminés chez lui, ces objets lumineux, toxiques, chez lui, et se crée une montagne, et peu à peu, autour de cette montagne, se crée un rituel. On monte la montagne, il y a un autel en haut de la montagne, il y a un autel pour les morts de la catastrophe, etc. Et c'est un peu, ou c'est sans doute une parabole de ce que
peut-être la littérature dans ce nouveau contexte de l'Anthropocène, c'est-à-dire cette idée que tout d'un coup le monde est redevenu actif, radioactif. Il y a une agentivité dans la nature, il y a des catastrophes, il y a des choses qui vont être incontrôlables, des crises climatiques, des montées des eaux, des désertifications, etc. Dans la nouvelle de Sokyu, ce qui est intéressant pour une nouvelle écologie du récit, disons, pour l'écopoétique, c'est que tout d'un coup, le monde existe de nouveau comme un espace d'agentivité. C'est-à-dire qu'il y a une agentivité des choses, elles sont actives, elles sont radioactives, et bien sûr toute cette agentivité qui avait été expulsée par la maîtrise humaine ou l'anthropisation du milieu par l'homme, et aussi dans la science, par la science newtonienne qui a fait de la nature une pure étendue inerte obéissant à des lois, lesquelles lois permettaient à l'homme justement de la maîtriser, de la manipuler, etc. Et donc toute agentivité, toute force, toute puissance occulte avait été expulsée ou refoulée de la nature, et tout d'un coup, avec cette radioactivité justement, revient cette image d'un monde qui pourrait avoir une agentivité. Et il faut en faire quelque chose, il faut faire avec ce monde. Et ce vieillard de Sokyu, ce vieil homme de Sokyu fait justement avec ce nouveau monde, qui n'est plus le monde des puissances occultes de la nature originelle, bien sûr, qui est le monde des puissances naturelles, culturelles, vous voyez, de l'Anthropocène, de ces espèces d'hybridation de sujets, d'objets, d'hommes et de choses. Puisque ces choses ne sont pas, leur puissance, leur agentivité n'est pas une agentivité naturelle en un sens, ou alors disons, la radioactivité en un sens est naturelle, mais il y a bien sûr une intervention humaine dans cela. Et donc, lui, il fait de cette force terrible, épouvantable, qui fait peur, quelque chose qui va être une espèce de chose que l'on peut cultiver, ou que l'on peut amadouer, disons, avec laquelle on peut donner sens, rendre signifiante, avec laquelle on peut entretenir des relations grâce justement à sa pratique rituelle ou à sa ritualisation de ces forces qui échappent à l'homme. C'est-à-dire faire, en un sens, faire des Érinnies, des Euménides, en un sens. Ou, si vous avez lu, si vous êtes des lectrices ou des lecteurs de Starhawk, prendre l'obscur, de dark, à l'intérieur du cercle magique, vous voyez, essayer de concentrer cette obscure, cette épouvante de l'obscur, et en faire un empowerment, une reprise de puissance, vous voyez, par la consommation rituelle à l'intérieur du cercle magique. Et le livre de Starhawk est très inspiré par son expérience à El Diablo, donc sur la centrale nucléaire de El Diablo. Donc c'est un peu le même contexte, si vous voulez, de cette anthropocène, de cette nature qui va redevenir difficilement maîtrisable du fait des interventions humaines. Et peut-être la littérature peut-être aussi être définie comme cette espèce de performance d'un cercle magique, cette idée de la circonscription d'un espace, d'un lieu, qui définit une espèce de périmètre d'inaction, disons, pas de périmètre d'action, mais périmètre d'inaction, où on n'essaie plus de changer le monde, ce qui est une espèce de hobby de l'homme occidental, mais on essaie de se faire à cet ordre, à l'ordre du monde, même cet ordre déréglé qui va être l'ordre futur, mais justement rendre cet ordre signifiant, cette souffrance, ce deuil signifiant, aussi le deuil de l'extinction, en faire quelque chose. Mais comme le vieillard de la montagne radieuse fait de choses radioactives une espèce de montagne sacrée, et un rituel cathartique de purification de l'angoisse, etc. Même chose peut-être pour la littérature dans ce contexte du coup proprement éco-critique qui est le rapport d'un texte et d'un contexte. J'aime beaucoup cette phrase de Maeterlinck sur le charpentier d'Emerson, c'est quasiment un concept éco-poétique je trouve. Cette idée que le charpentier ne doit pas travailler une poutre en la mettant au-dessus de sa tête, mais en l'appuyant sur la terre pour que la terre travaille avec lui. Je pense que c'est une parabole assez efficace pour l'éco-poétique ou pour l'éco-critique. C'est cette idée qu'on ne peut pas travailler le texte sans l'appuyer sur la terre, et donc il n'y a pas du tout une question
miroir ou de mirage, mais une question de couplage. Vous voyez, c'est une espèce de couplage homme-machine, dans ce cas-là, un couplage homme-terre, qui fait qu'il n'y a pas à opposer le travail du texte et le travail de la terre, en un sens. C'est-à-dire le culte du texte et la culture du lieu ou la culture du terrestre. Les deux choses peuvent aller ensemble. C'est la femme de Gaston. L'été dernier, au matin, je les voyais brouter dans le champ avec Gaston et leurs 3 petits. C'était un petit groupe de ragondins dans le champ que vous voyez, là, dans l'herbe au bord de la rivière. Ils vivent, eux, sous la berge. Et maintenant, voilà ce que je vois le matin. Elle toute seule, en hiver. Moi, j'ai le crâne de son mari, réduit à une pure forme, à une exhibition de ses formes. Et elle est toute seule dans son champ. Ça aussi, c'est une parabole, je trouve, du danger de la littérature à s'isoler dans une forme pure, qui a évacué le vivant, qui est une forme morte, une nature morte, si vous voulez. Et à côté de ça, bien sûr, la tristesse ou le veuvage de la nature.